13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une fois n'est pas coutume, Franck n'est pas à mes côtés en studio à Europe 1, mais en direct d'Arras, où depuis le musée des Beaux-Arts de la ville, il nous présente une exposition consacrée aux carrosses. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Ça vous dit un petit tour en carrosse, Julia? Avec grand plaisir. Parce que sinon, si vous préférez, on a aussi des chaises à porteurs, on a des traîneaux, enfin on a Je vais me toutes prendre pour sortes... une princesse, j'adore. Mais oui, mais vous êtes une princesse, vous savez bien. Nous avons toutes sortes de véhicules, de machines roulantes, hippomobiles, qui sont donc réunis à Arras pour une grande exposition intitulée « Rouler carrosse ». Oui, nous sommes dans cette bonne ville d'Arras aux belles façades. Vous connaissez sans doute les deux places célèbres d'Arras, la place des Héros et la Grand Place. Il y a aussi ici une extraordinaire abbaye. Elle est immense, c'est le plus grand ensemble conventuel du XVIIIe siècle en France. Elle s'appelle l'abbaye Saint-Va et c'est un musée aujourd'hui depuis très longtemps, depuis le XIXe siècle. C'est le musée des Beaux-Arts d'Arras où nous sommes donc et où a lieu cette exposition. Nous sommes accueillis par la directrice du musée. Bonjour Anne Hainaut. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit. C'est gigantesque l'abbaye Saint-Va et les collections, on en dit un mot avant de parler des carrosses si vous voulez, les collections sont très riches. Les collections sont très riches, en particulier notre salle des Mets, qui est une salle avec de la peinture religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles, des tableaux qui étaient commandés pour Notre-Dame de Paris le 1er mai par la confrérie des Orfèvres. Donc vraiment un endroit qu'il faut visiter quand on vient à Arras. Nous parlerons à la fin de cette émission de toutes les merveilles qu'on peut trouver dans cette très belle ville, dans ce chef-lieu du Pas-de-Calais, évidemment. Alors nous sommes devant un plan relief. On a fait il y a quelque temps une émission sur les plans reliefs qui étaient exposés, les plans reliefs des Invalides qui se sont trouvés exposés au Grand Palais à Paris. Ce plan relief représente la ville d'Arras, qui était déjà une très grande ville autrefois, hein. C'est là qu'on comprend l'importance de cette métropole avec ses grands monuments, avec toutes ses églises, avec le couvent, hein, avec cette abbaye Saint-Va. Donc oui, en effet, le visiteur découvre l'exposition avec le plan relief qui appartient aux collections du musée et qui nous montre l'état de la ville qui est fondée donc dès l'époque romaine et donc qui se développe au Moyen-Âge, donc l'état de la ville en 1716. Donc on y voit bien l'ancienne cathédrale gothique, l'ancienne abbaye Saint-Va gothique. Donc cette abbaye Saint-Va a été détruite au XVIIIe siècle. Ça se prononce Saint-Va, mais ça s'écrit Saint-Va-Ast. Exactement. V-A-V-2-A-S-T. Exactement, c'est exactement ça. Donc cette immense abbaye a été détruite juste avant au XVIIIe siècle. On l'a reconstruite pour faire cet immense ensemble. C'est un ordre bénédictin extrêmement riche. Et donc cette abbaye a connu une histoire assez mouvementée. Au XIXe siècle, le musée et la bibliothèque s'y sont installés. Mais malheureusement, en 1915, un bombardement a détruit, puisque je vous rappelle, la ville d'Arras. Arras a été une des villes martyrs de la Première Guerre mondiale. Exactement. Le front était à quelques kilomètres de la ville. Donc l'abbaye a été détruite, puis reconstruite au moment de la reconstruction, comme les autres bâtiments de la ville, en particulier le beffroi. Alors quittons très vite ce terrible XXe siècle et remontons quelques siècles en arrière. Il y a au mur 3 grandes toiles de Van der Meulen, qui était un des grands peintres historiographes de Louis XIV, et notamment au fond, là sur le mur du fond, cette très belle toile qui représente l'entrée du roi à Arras. On dit l'entrée du roi, mais ce qu'on voit surtout, c'est l'entrée de la reine, parce qu'elle est dans son carrosse attelée à 6 chevaux blancs. En effet, le tableau de Van der Meulen permet de faire la liaison entre la ville d'Arras et Versailles, puisqu'on a au fond la silhouette de la ville dont on voit des monuments sur le plan relief, mais également on voit l'arrivée de la reine Marie-Thérèse dans son carrosse, un carrosse dit moderne donc qui apparaît donc au XVIIe siècle, et Louis XIV, et évidemment toute la cérémonie d'apparat d'entrée solennelle dans une ville. Alors on va venir dans un instant à l'histoire de ces carrosses et à cette notion de carrosse moderne précisément. On est là exactement au moment de l'invention de ce nouveau véhicule qui va tout changer, on peut le dire, dans les modes de vie de nos ancêtres. Il faut savoir que la reine de France, c'était la tradition, avait toujours un carrosse doré tiré à 6 chevaux blancs et le roi, lui, un carrosse rouge tiré à 6 ou 8 chevaux bais. Donc c'était baie, c'est-à-dire pour nos plus jeunes auditeurs, on va dire couleur caramel, si vous voulez. Donc ce que nous avons sous les yeux, c'est un des tout premiers carrosses modernes, c'est-à-dire un carrosse qui pouvait tourner, qui était suspendu, qui permettait de faire de la route dans d'assez bonnes conditions.
il y avait une condition de confort plus agréable et également un moyen donc de direction beaucoup plus spacieux, beaucoup plus agréable. Alors tous les carrosses et tous les véhicules et tous ces traîneaux merveilleux qui sont exposés ici pendant 18 mois, c'est une très longue exposition. Jusqu'au 10 novembre 2013. Il faut pas le dire trop ça, parce que les gens vont se dire on a le temps, et en fait il faut venir visiter tout de suite l'exposition. Tout ce qu'on a sous les yeux, ce sont les collections du château et du musée de Versailles, bien entendu, et nous avons avec nous Hélène Delalex qui dirige toutes ces collections à Versailles. Absolument, c'est pour les visiteurs une occasion unique de découvrir le Versailles secret, peut-être un des derniers Versailles secrets. D'abord parce que ces collections sont pour le moment invisibles, malheureusement le musée est fermé, que c'est la première fois qu'elles se déplacent à Arras, qu'on a ressorti des réserves, des trésors, comme notamment les ornements en or des chevaux, qu'on va pouvoir voir pour la première fois. Et puis on a voulu cette exposition tout public. C'est une exposition qui est au carrefour de l'art. On va voir que ces carrosses... Une magnifique mise en scène, c'est très Absolument. Spectaculaire. Si vous voulez bien, nous revenons avec vous deux et avec d'autres invités dans un instant sur cette histoire extraordinaire des voitures hippomobiles et rouler carrosse. Alors Julia, nous sommes en direct d'Arras, mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons établir maintenant un duplex avec Montpellier. Vous voyez, c'est une émission... C'est magique, quelle production. C'est la grande émission régionale aujourd'hui sur Europe 1. Nous sommes en effet en ligne avec Jean-Louis Libourel, qui est l'un des commissaires de cette exposition Rouler carrosse à Arras et qui est le grand spécialiste de la voiture hippomobile. Alors, bonjour Jean-Louis Libourel. Bonjour Franck. Alors, vous êtes, je disais, l'un des grands spécialistes de cette, même on peut dire le grand spécialiste de cette histoire des anciens véhicules. Je pense que vous êtes comme moi, quand vous voyez à la télévision ou au cinéma un téléfilm ou un film du 15e ou du 16e siècle dans lequel les personnages montent en carrosse, ça vous énerve probablement. Oui, ça m'énerve souvent car la plupart du temps au cinéma ou dans les films que l'on passe à la télévision, les voitures sont toujours des copies plus ou moins exactes, très souvent fausses, et il est très rare qu'au cinéma on voit de vraies voitures hippomobiles anciennes, ça arrive quelquefois, et certains films, comme Le Carrosse d'or de Jean Renoir, présentent de véritables voitures anciennes qui sont des trésors du patrimoine hippomobile. Mais on fait pire que ça, c'est-à-dire qu'on nous met volontiers des voitures du 18e en plein 17e. Je dis parfois, c'est comme si vous faisiez rouler l'impératrice Joséphine en Ferrari, ça fait un peu bizarre. Mais ça ne choque personne. Et la plupart du temps d'ailleurs, lorsque l'action de ces films se déroule au XVIIe ou au XVIIIe siècle, la plupart du temps, les voitures que l'on voit sont des voitures de la fin du XIXe siècle, plus ou moins maquillées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le carrosse n'arrive en France, un petit peu plus tard qu'en Italie, semble-t-il, il n'arrive en France que vers la fin du XVIe siècle. Les premières voitures se généralisent au tournant du XVIIe, et le carrosse moderne dont nous parlions à l'instant avec Hélène Delalex, lui, il ne naît qu'au milieu du XVIIe siècle. Il apparaît dans les années 1660 à Paris. C'est une invention française, parisienne, qui est attribuée à Lepôtre. Jean Lepôtre. Et qui a pour caractéristique de pouvoir faire manœuvrer ces énormes carrosses qui étaient très encombrants et qui jusqu'alors braquaient très peu par l'adjonction de roues très petites à l'avant et d'arcs en fer forgé placés à l'arrière des roues et qui permettaient aux roues de passer sous la flèche. Donc ces inventions vont permettre à ce grand carrosse de pouvoir braquer à 90 degrés. C'était un progrès énorme. Toute petite précision terminologique, Jean-Louis Libourel, oui. Vous parlez de la flèche. Un carrosse, c'est constitué d'une caisse qui est elle-même montée sur un châssis qu'on appelle donc la flèche. On va appeler toutes les voitures hippomobiles sont constituées d'une caisse qui est la partie fermée habitable, ou découverte dans laquelle se trouvent les passagers. Et cette caisse est montée ou suspendue, selon les cas, sur une partie tout à fait importante et indispensable qui s'appelle le train. Le train, voilà, pardon. Des roues, des ressorts et de tout le système qui permet donc à tout cela de fonctionner. Et puis tout ça, bien entendu... donc la flèche est une partie du train. C'est ça, au centre en fait, et qui se prolonge par le timon, c'est bien ça ? Alors le timon est une pièce mobile qui vient s'implanter dans l'avant-train tournant des voitures à 4 roues et qui permet, on attelle les 2 chevaux de part et d'autre de cette pièce axiale, le timon, et ce timon a pour fonction de
d'actionner l'avant-train pour le faire tourner à gauche ou à droite. Voilà. Il a aussi pour fonction de faire reculer la voiture. Lorsque les chevaux reculent, ils entraînent avec eux le timon, à la tête duquel ils sont reliés par leur harnais, et donc le timon pousse la voiture en arrière. Il y a une grande tradition française en général et particulièrement parisienne de la carrosserie qui atteint son apogée sous le règne de Louis XV. À cette époque-là, il y a énormément de types de véhicules. Vous pouvez nous en citer 2 ou 3 ? Oui, la carrosserie française a connu 2 grands moments, à mes yeux, qui sont d'abord au XVIIIe siècle, le règne de Louis XV, avec le triomphe de l'art rocaille appliqué à la carrosserie. Et il existe quelques exemplaires conservés de cette époque-là, notamment au Musée national des carrosses à Lisbonne, où l'on peut voir, et en France au musée Philippe A.E., où l'on peut voir des voitures d'époque Louis XV de style rocaille. L'autre grande période de la carrosserie française, c'est au XIXe siècle et plutôt sous le Second Empire, où là, la carrosserie française va être le modèle imité dans le monde entier. Il y avait déjà des accidents de voiture au XVIIIe siècle. Je pense à cette phrase de Louis XV apprenant qu'un de ses secrétaires d'État avait versé dans la nuit. On appelait ça verser à l'époque, c'est-à-dire que la voiture était tombée. C'était des petites voitures extrêmement rapides à l'époque. Et Louis XV dit, la petite voiture en question s'appelait un soufflet, il dit « Si j'étais monsieur de Sartine, qui était son ministre de la police, j'interdirais les soufflets ». Oui, les soufflets, le terme soufflet s'applique à des voitures à 2 roues, très légères, attelées à un cheval. Des petits bolides, quoi. Pardon ? Des petits bolides de l'époque. Oui, qui était couverte par une capote. Et c'est cette capote en cuir qui ressemblait à un soufflet, bien sûr, oui. Qui évoquait la forme d'un soufflet de forge qui leur a donné ce nom de soufflet. Et ces voitures, qui étaient aussi appelées chaises italiennes, cabriolets, étaient très rapides et très dangereuses. Il y a quantité de documents du XVIIIe siècle qui dénoncent d'ailleurs l'usage immodéré, surtout par les jeunes gens, de ces voitures et qui allaient très vite dans Paris et qui souvent renversaient les gens et les écrasaient. Merci beaucoup Jean-Louis Libourel de nous avoir parlé d'aussi loin, si j'ose dire. Je rappelle que vous êtes commissaire de cette exposition Rouler carrosse qu'on peut voir en ce moment même au Musée des Beaux-Arts d'Arras, autant dire dans l'abbaye Saint-Va. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et Franck nous sert aujourd'hui de guide sur Europe 1. Il est en direct d'Arras, au cœur de l'abbaye Saint-Va, où il nous fait découvrir l'exposition Rouler carrosse. Alors effectivement, nous sommes à Arras, chère Julia. Mais pour tout vous dire, j'ai presque l'impression d'être à Versailles, là, puisque si je regarde en face de moi, j'ai le chevet de la chapelle royale de Versailles. On est donc dans la cour d'honneur du château. C'est un très grand panorama, vous savez, qui sert de cadre à une exposition de chaises à porteurs, parce qu'il y a ça aussi parmi les carrosses et les véhicules. Il y avait autrefois, Hélène de Lalex, les chaises à porteurs. C'est un peu un mystère, ces chaises. À quoi est-ce qu'elles servaient réellement ? Tout à fait. La production carrossière de l'Ancien Régime est assez variée. Et nous avons ces rares spécimens, en fait, de cette production oubliée qui était la chaise à porteur. Et notamment cette très belle chaise au centre qui a été entièrement restaurée pour l'occasion. D'une chaise à porteur, alors, quel était l'usage, en fait, des chaises à porteur ? Elles ont été importées au milieu du XVIIe siècle en France d'Angleterre. Et puis, elles permettaient tout simplement de se protéger des intempéries et des éclaboussures de boue, du crottin, des pavés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait souvent qu'elles étaient utilisées par les dames, pour ne pas qu'elles se salissent les belles robes, et par extension par les parlementaires et toute la noblesse de robe. Alors il y a un certain nombre de légendes sur les chaises à porteurs. D'abord, disons bien clairement que les chaises ne sont pas réservées aux dames. Il y a autant d'hommes que de femmes qui utilisent la chaise à porteur. Absolument. Et pas forcément des gens grabataires ou qui ont du mal à marcher. Absolument. Il y a dans cette utilisation de la chaise à porteur une dimension sociale. On affiche son statut lorsqu'on a des laquais qui vous portent. C'est ça l'idée, non ? Absolument. Elle n'était pas réservée spécifiquement aux dames, ni à la grande noblesse. On sait qu'il existait des chaises particulières, bien entendu, mais aussi locatives. C'était un peu les taxis de l'époque. On payait le prix de la course, qui est d'ailleurs parfaitement fixé à l'avance. Et effectivement, on retrouvait très souvent les armoiries du propriétaire sur la chaise à porteur, qui permettaient de le signaler. Rappelons que la chaise à porteur, c'était aussi une manière de s'isoler des petites gens, comme on disait, de l'agitation de la rue. Du bruit, du marasme, de la pollution, oui, des pollutions de l'époque qui étaient très importantes
importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puisqu'après tout, nous consacrons cette émission aux voitures hippomobiles, il ne faut pas oublier qu'il y avait des chevaux partout, et qui dit cheval dit crottin généralement. Donc lorsque vous êtes à l'abri derrière les parois vitrées de votre petite cabine portative, qu'on appelle donc une chaise à porteur, c'est un peu plus agréable forcément. Il y a aussi sur les flancs, sur la porte de la chaise, souvent les armes de la famille, dans le cas des familles aristocratiques ou princières. Tout à fait. Nous voyons d'ailleurs sur plusieurs chaises les doubles armes qui signalent effectivement que la chaise appartenait à une dame, puisqu'il y a les deux armes. Mais l'avantage majeur de la chaise, c'est qu'elle était très pratique pour les petits trajets et surtout très économique. Nul besoin pour faire un trajet d'avoir toute l'infrastructure énorme du carrosse, les valets de pied, les cochers. Simplement la course des deux porteurs de chaises. Et donc c'était absolument pratique. On l'a logé d'ailleurs au coin d'un escalier ou même à l'intérieur du château. On entrait dans les maisons avec la chaise, il faut le dire. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait les grands bras, qu'on appelle les bâtons de chaise, qu'on laissait généralement dehors ou vraiment à l'entrée, d'où l'expression mener une vie de bâton de chaise, c'est-à-dire un peu de vagabond. Et puis la chaise elle-même était maintenue dans les antichambres, d'où l'utilité de ces grandes antichambres qu'il y avait partout. Tout à fait. Nous avons d'ailleurs des sources à Versailles, des huissiers qui se plaignent de ces caisses, comme ils disent, qui jonchent les escaliers et donc qui perturbent la bonne circulation des escaliers à Versailles, dans le château lui-même. Vous y êtes toujours à Versailles en fait, et c'est vrai que le décor nous y incite. Il faut savoir que toutes les collections qui sont présentées ici sont actuellement, enfin quand je dis actuellement, quand elles ne sont pas à Arras, elles sont à la grande écurie de Versailles. Alors quand on est dans le château de Versailles, quand vous êtes au niveau de la cour de marbre du château, vous regardez en face du château, vous avez ces deux grands bâtiments, et bien celui de gauche, c'est la grande écurie qui était réservée aux chevaux de selle et qui aujourd'hui, paradoxalement, abrite donc les collections de voitures du château. Et puis sur la droite, c'est la petite écurie qui, elle, était bien destinée à accueillir tous les véhicules. Tout à fait. Et les chevaux de trait. Absolument. C'est elle qui abritait, c'était vraiment la collection de carrosses, c'était vraiment l'orgueil de la petite écurie, dirigée par le premier écuyer. Il faut savoir que c'était là aussi une infrastructure très grande. Tout prince d'Europe en eût fait son palais. Ce n'était pourtant que les écuries du roi. On voit par cette phrase d'un contemporain à quel point c'était stupéfiant la somptuosité avec laquelle étaient logés les chevaux du roi de France. Alors, l'une des belles surprises de cette exposition, la première dans le parcours chronologique, enfin dans le parcours que l'on peut faire dans l'expo, ce sont les traîneaux de Versailles qui sont là exposés sur un fond de perspective enneigé évidemment. Ces traîneaux étaient destinés au délassement mais aussi un peu au sport, on peut le dire. Ils datent de quand ceux-là? Ils sont très anciens apparemment. Alors nous avons une collection cohérente ici du règne de Louis XV, donc une collection royale. Et c'est vrai que ça fait partie de ces collections étonnantes, inattendues à Versailles, que l'on découvre ici véritablement pour la première fois et qui donnent, mieux que n'importe quelle autre œuvre à Versailles, une idée de ce qu'était la vie de cour, des courtisans, des habillements, des plaisirs et des délassements. C'est d'une beauté folle. Alors il faut imaginer bien entendu de véritables chefs-d'œuvre de sculpture en plein bois. Vous avez des conques très souvent qui servent d'habitacle à la personne qui est promenée. Il faut savoir que derrière il y a une selle pour celui qui mène le traîneau. Qui était un gentilhomme. En fait, oui. C'était pas un cocher. Oui. C'est vraiment un jeu de courtisans. Donc la belle dame s'installe sur le siège au centre. Le gentilhomme l'encercle en tenant les guides du cheval ferré à crampons qui conduit ce traîneau. D'ailleurs souvent garni d'un harnais d'argent pour jouer avec les reflets avec la lune. Harnais d'argent garni de grelots. C'est ce que nous raconte Madame Campan de Marie-Antoinette, pour jouer justement avec ce sport silencieux et de ces traîneaux qui glissaient le long des allées enneigées du parc de Versailles. On en a un là-bas qui est carrément monté sur une carapace de tortue. On en a un sous les yeux, absolument incroyable. C'est quoi? C'est un guépard, une panthère? C'est un léopard. Un léopard, pardon, voilà. C'est un léopard et vous remarquerez que cette figure très impressionnante de ce léopard cambré et prêt à bondir avec sa gueule ouverte, très naturaliste et certainement inspiré du léopard de la ménagerie royale de Versailles sous Louis XV qui a vécu de 1730 à 1741 à Versailles. Alors on faisait de grandes courses de traîneaux dans les allées du parc de Versailles et bien sûr lorsqu'il était gelé sur le Grand Canal qui constituait la plus
spectaculaires des grandes pistes. C'est à la suite d'une de ces courses de traîneau qu'en 1750, si ma mémoire est bonne, l'une des filles de Louis XV, Madame Élisabeth, a attrapé une pleurésie qui devait l'entraîner dans la tombe. Et voilà, plaisir et fatalité. À mon avis, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de Madame Élisabeth sur l'antenne d'Europe 1. C'est très allant, la musique de Rossini finalement. Et évidemment, ce voyage à Reims, c'est le voyage qu'on effectue pour le sacre du roi Charles X. Et nous sommes, nous, juste devant le grand carrosse de parade du sacre du roi Charles X. Nous allons y venir dans un instant parce que je ne voudrais pas brûler trop d'étapes, Julia. Il faut vous dire que depuis les traîneaux de Versailles, nous avons passé un certain nombre d'alcôves et d'éléments très intéressants de cette exposition. Nous sommes passés un peu vite devant de tout petits carrosses, des toutes petites voitures, notamment la petite voiture qui était celle du premier dauphin, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est vraiment ça une sorte de relique, c'est quelque chose de très émouvant, il faut dire, ce petit dauphin qui était mort pendant les États généraux de 1789. Et puis là, nous avons passé la Révolution, qui d'ailleurs n'a pas fait de bien à nos carrosses royaux, c'est le moins qu'on puisse dire. On était à la grande époque où l'on déroyalisait à tour de bras, vous savez, et nous sommes dans le consulat et même l'Empire. Il fallait à la monarchie naissante de Napoléon Ier des voitures dignes de son statut d'empereur désormais. Et alors là, ce qui est très beau dans ces voitures d'époque Empire, Anne Hainaut, je rappelle que vous êtes la directrice de ce musée des Beaux-Arts d'Arras, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont à la fois grandioses et gracieuses. C'est un bel endroit, ça, c'est un beau passage de l'expo. C'est un beau passage où on voit la confrontation donc des berlines qui ont servi au cortège nuptial donc de Napoléon Ier et de Marie-Louise, et en regard donc le carrosse du baptême du duc de Bordeaux. Alors le duc de Bordeaux, qui était donc le fils du duc de Berry, dont nous avons raconté l'autre jour la mort. Vous savez, le duc de Berry tué à l'opéra par le forcené versaillais Louvel en 1820. Après sa mort, naît donc à titre posthume, naît de façon posthume, son fils, le duc de Bordeaux, qui deviendra plus tard le comte de Chambord, qui est le dernier représentant de la lignée directe des Capétiens. Et ce petit duc de Bordeaux, évidemment, a eu droit pour son baptême à tous les honneurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la voiture est tout à fait grandiose, Hélène de Lalex. Oui, à un événement exceptionnel comme l'était ce baptême de l'enfant du miracle, il fallait une berline grandiose. Et donc, ça fait partie des plus belles berlines qui ont été conçues à l'époque, 50 000 francs, ce qui était considérable. Voilà, on sait que les plus belles berlines de Napoléon, c'était à peu près 30 000 francs. On va voir qu'il y en a encore des plus belles juste après. Donc, il faut admirer sur cette berline de Getting un carrossier virtuose, notamment le carrossier préféré de Napoléon Ier, pour cette berline qui célèbre la monarchie restaurée. Cette superbe frise en bronze doré, très délicate, comme vous le disiez tout à l'heure, très fine, avec ses rinceaux de fleurs et ses amours en bon chant des trompettes, ces superbes cariatides ailées qui soutiennent une frise d'impériale où apparaissent des bronzes à perdre la tête. Des bronzes et des aigles, puisque la voiture a été réutilisée pour le baptême du prince impérial en 1856. C'est-à-dire le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. On est encore quelques décennies plus tard. Donc la voiture a été réimpérialisée, si je puis dire, avec d'ailleurs les armes impériales et l'aigle impérial sur la portière et sur cette corniche d'or moulu, comme diraient les anglo-saxons. Alors, là, nous avons carrément des chevaux en face de nous. Nous avançons tout en vous parlant. Vous avez installé des mannequins de chevaux pour donner une idée de ce qu'était un grand attelage. Là, c'est un attelage à 8 chevaux. Mais comment est-ce qu'on arrivait à piloter une chose pareille ? Alors, à ce niveau de cortège, l'art du cocher est véritablement un art qui conduisait lui-même les 8 chevaux, avec dans une seule main tous les guides des chevaux. Et pour ce qu'on considère comme l'un des plus beaux carrosses du monde, cette incroyable, comme diront les opposants de Charles X, mesquinerie dorée, nous l'avons attelé, il fallait voir grand, à 8 chevaux que nous avons restitués. Et surtout, nous avons remis sur ces chevaux les harnais d'époque en bronze et maroquin rouge. Et puis, surtout ces ornements de passementerie en or qui sont d'une véritable splendeur jamais sortie et donc d'une fraîcheur extraordinaire. J'allais dire, alors j'ouvre la bouche pour dire, ça a été
merveilleusement restauré. Mais non, c'est que c'est conservé comme ça. Et ça ne se restaure pas. C'est pour ça que nous l'exposons pour la première fois et c'est une occasion unique de voir ce cortège absolument resplendissant d'or. Il faut imaginer les chevaux, en effet, littéralement caparaçonnés de toutes sortes d'éléments de passementerie, avec des glands dorés, avec des broderies, des rebroderies, et puis sur la tête, le plumet qui leur donne un petit côté animal de cirque, il faut bien dire. Absolument. Au début, d'ailleurs, nous devions mettre aussi les encolures en plumet, mais ça faisait un peu crazy horse. Alors, ça faisait un peu trop, donc on s'est contenté de ces très beaux plumets blancs, et qui d'ailleurs sont documentés dans le grand tableau du Sacre de Charles X, qui est exposé juste en face. J'imagine, Anne-Hénaud, que les visiteurs, les promeneurs qui viennent voir cette exposition sont éblouis par ce qu'on a là sous les yeux. La voiture elle-même est une chose à perdre la tête. Vraiment, comment décrire un aussi grand monument, si je puis dire, monument roulant d'ébénisterie, de bronze doré, de statuaires extraordinaires. Les roues sont d'une somptuosité inouïe. C'est vrai que le public est vraiment émerveillé quand il arrive à ce moment de l'exposition avec l'œuvre phare, donc qui est le carrosse du Sacre de Charles X. C'est vrai qu'à ce moment-là, on entend les gens arrêtent de parler, ils font des ah, ils sont assez étonnés. Et c'est vrai que souvent, les gens repartent avec des étoiles dans la tête, qui sont vraiment émerveillés. C'est vrai qu'il n'y a presque pas 1 cm² qui ne soit pas doré, ou en bronze doré, ou en bois doré. Également, on a une opposition dans le bronze doré, ce qui est plutôt amatiste, ce qui est plutôt brillant. Donc c'est un vrai émerveillement pour le public. J'aime beaucoup la reine Elisabeth II d'Angleterre qui célèbre en ce moment ses 60 ans de règne. Mais enfin, franchement, les carrosses de la cour de Londres à côté de ça, c'est pas grand-chose. Oh, la reine d'Angleterre a un superbe carrosse qu'elle avait utilisé pour son couronnement, le Golden State Coach de 1762. Beaucoup plus ancien, oui, c'est ça. Qui est plus ancien et qui a aussi ces grands ronds de bosse en bois et bronze doré. Ce qu'on apprécie aussi ici, c'est... Renommé avec des trompettes qui portent la couronne royale là-haut. Enfin, c'est somptueux. Et puis c'est un festival de technique. J'allais dire, les férus de princes et princesses trouveront largement contentement dans cette exposition, mais c'est aussi un peu le salon de l'auto du 19e siècle. C'est ça, On a vraiment les plus beaux prototypes de voitures avec les dernières avancées techniques, notamment ces superbes ressorts en C que vous voyez ici en bronze doré à 11 lames, qui créent une suspension très douce pour ce carrosse. Mais ces somptueuses roues ne s'abîmaient pas pendant le trajet ? Alors effectivement, ce sont des roues de gala. Voilà, et alors, pour faire ce voyage à Reims, pas question d'utiliser ces roues de gala. Le carrosse y est allé dans sa petite chemise de soie bien protégée, et on utilisait des roues de voyage beaucoup plus robustes. Et 30 km avant, hop, le cric, on change les roues. Donc on mettait des roues ordinaires, on mettait une housse sur le carrosse, absolument. Et puis quand il arrivait, on enlevait la housse et on changeait les roues, évidemment. Absolument. Alors, il faut que vous nous disiez un mot de tout le personnel qu'il y avait là-dessus. Il y avait le cocher, les postillons, les valets de pied. Comment est-ce que ça se disposait sur une voiture de cette importance ? Absolument, c'est une véritable cour. En fait, on prend conscience dans cette exposition de ce que signifie l'expression « rouler carrosse ». Oui, voilà. Rouler carrosse, c'est un carrosse extraordinaire, 8 chevaux, un cocher, un postillon monté sur le premier cheval de gauche, des garçons d'attelage, des valets de pied sur la plateforme arrière. Voilà, toute cette cérémoniale de cortège qui nous donne une idée de ce qu'était la grandiose de ces cortèges royaux. Et tout en avançant qu'un cas, nous faisons un petit retour en arrière puisque nous avons sous les yeux comment dit-on, le carrosse, le char funèbre. Voilà, c'est mieux, j'allais dire le corbillard, c'est pas tellement bien, mais c'est un corbillard néanmoins. C'est le char funèbre de Louis XVIII, donc le grand frère de Charles X. Alors là, on est dans une pompe encore plus extraordinaire, mais nettement plus funèbre précisément. Ce sont de grands crêpes, de grands velours noirs, et puis les plumets sont noirs aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas doré les parties sculptées, on les a passées à l'argent, ce qui n'est pas mal non plus. Nous nous retrouvons dans un instant. Pain au cœur de l'histoire. Rouler carrosse est la première exposition française consacrée aux véhicules hippomobiles. Berline, carrosses royaux et impériaux des collections versaillaises ont pris la route de Versailles. Et vous aussi, Franck Ferrand. J'ai pris surtout la route d'Arras, Julia. Bien sûr, évidemment. Arras. Vous savez que c'est Jérôme Commandeur qui va être content. Il va pouvoir vous s'en donner à cœur joie avec les carrosses et les cochers, et fouette cocher et rouler carrosse. Alors cette extraordinaire exposition donc qui se tient dans les immenses locaux du musée
musée des Beaux-Arts d'Arras, donc de cette abbaye Saint-Va, est le fruit d'un partenariat entre 3 institutions, le Conseil régional, le château de Versailles, nous allons y venir, et puis la ville d'Arras, évidemment. Nous recevons le maire d'Arras, monsieur Frédéric Leturc, qui est avec nous au milieu de toutes ces dorures de carrosses. Comme disait mon grand confrère Pierre Bonte, bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous, et rassurez-vous, les dorures ne me montent pas la tête. On pourrait, parce que là vraiment, c'est vrai que lorsqu'on vient de faire ce que nous avons fait, nous un peu à marche forcée, là évidemment, parce que nous n'avons que le temps de l'émission, lorsqu'on vient de se promener à travers tous ces chefs-d'œuvre d'ébénisterie, de sculpture, de carrosserie. Un mot peut-être d'ailleurs, Hélène Delalex, avant que nous n'en venions au partenariat avec le maire, un mot sur les métiers du carrosse, si je puis dire. Il y avait les carrossiers, il y avait les selliers surtout, parce que c'était très important, et puis il y avait tous ceux qui s'occupaient des chevaux. C'était un quart de la population française. Absolument. C'est une grande ruche en fait autour de ces carrosses, à la fois pour la construction de ces carrosses, vous le disiez, les peintres vernisseurs, les selliers, les doreurs, les brodeurs, ceux qui font les bronzes, les doreurs. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre d'art total que ces carrosses. Et puis pour l'infrastructure, dans l'écurie, on trouvait plus de 1000 personnes au temps de Louis XIV, plus de 3000 personnes au temps de Louis XVI, les maréchaux ferrants, les chirurgiens, les écuyers, les pages, les cochers. Voilà, tout un monde autour de ces œuvres. Alors, monsieur le maire lance à son excroissance du Louvre. Vous avez, vous, maintenant, votre excroissance de Versailles, ici? Effectivement, et presque à même distance que Versailles et le Louvre dans la région parisienne. Donc nous, on est très heureux de cet excellent partenariat qui permet de renforcer l'attractivité de la région Nord-Pas-de-Calais. Comme vous l'avez souligné, c'est avec le concours majeur de la région que nous réussissons cette belle aventure. Et pour c'est une aventure qui est prévue pour 10 ans, et c'est pour ça 10 ans, donc c'est un engagement important pour la ville d'Arras, pour Versailles et pour la région. Et ça permet surtout de démocratiser, de rapprocher en fait la culture des territoires. Et c'est vrai qu'on a une région très riche en musées, une centaine de musées au total. Et avec Versailles aujourd'hui à Arras, nous renforçons l'intérêt de la ville d'Arras dans le domaine culturel. Alors ça va se manifester comment? Par de grandes expositions comme celle-ci, sans doute? Oui, il y aura des échanges? Bien sûr, il y aura 3 ou 4 autres expositions. J'ai souhaité d'ailleurs, dès l'inauguration de cette belle exposition que vous avez commentée, dire que moi j'étais prêt à ce que les 10 ans se prolongent parce que nous avons réalisé ici, bien sûr, nous avons réalisé ici des travaux pour accueillir les 76 éléments majeurs de cette exposition et la réussite, le nombre de visiteurs français, étrangers prouve que Arras a une place importante au sein des musées de France. Et avec le Louvre-Lens, nul doute que nous aurons un rapprochement très intelligent à faire. Il y aura peut-être des expositions plus faciles à Nénaud. J'imagine que pour acheminer au sens propre toutes ces énormes merveilles, ça n'a pas dû être évident. C'est vrai que le transport des carrosses a été quelque chose d'assez exceptionnel. On a même dû faire appel à des convois exceptionnels puisque les carrosses étaient hors gabarit. On a eu 3 semaines d'installation, donc il y avait peu d'œuvres puisqu'il y avait que 67 œuvres, mais ça a été vraiment des moments de tension, un petit peu, enfin en tout cas de concentration extrême, quand ces carrosses sont pénétrés donc dans la cour d'honneur de l'abbaye Saint-Va pour venir rejoindre les salles d'exposition. On était vraiment très nombreux. Ils sont arrivés sur des gros camions, j'imagine? C'est même des convois exceptionnels avec des porte-chars métalliques pour les deux, pour le carrosse du Sacre et le char funèbre. Ça devait être assez spectaculaire. C'était assez Vous avez fait des photos et des films, j'imagine. C'était très tôt le matin, il y avait beaucoup de monde à les regarder. Alors, monsieur le maire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes, allez, on va dire 1 minute 30 d'antenne. Et la bonne, c'est que j'aimerais que vous nous donniez un certain nombre d'arguments pour donner à nos auditeurs envie de venir visiter votre belle ville d'Arras. La bonne nouvelle, c'est que vous soyez venu à Arras. Je vous en remercie. Pour moi, effectivement, cette exposition, c'est un élément qui met en exergue la ville, mais globalement, et je pense que vous en avez parlé au cours de votre émission, nous avons ici un patrimoine assez exceptionnel avec des places remarquables, des chefs-d'œuvre du patrimoine français qui sont à visiter, notamment la place Victor Hugo, dont vous avez peut-être peu parlé, mais qui est l'une des rares places octogonales. C'est vrai, oui, on a parlé des deux autres. De la ville d'Arras, voilà. Vous voyez que je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Et nous avons aussi un théâtre à l'italienne et d'une manière générale, une ville agréable, je pense, à visiter, dans laquelle on a de multiples rendez-vous très importants,
dans le domaine culturel, bientôt un festival de la chanson, mais aussi des moments beaucoup plus forts qui intéressent peut-être vos auditeurs, le Main Square Festival. Et donc nous avons toute une série de rendez-vous tout au long de l'année qui permettent de rythmer en quelque sorte la vie de la cité et surtout de la rendre agréable pour ceux qui y habitent et pour ceux qui viennent la visiter, et nous vous accueillerons avec grand bonheur. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre accueil très chaleureux. Mais comme toujours dans cette région de France, on est tellement bien accueillis. L'exposition Roule et Carrosse, ça va durer 18 mois, mais ne vous dites pas que vous avez le temps, venez la voir le plus vite possible. Vous pouvez retrouver l'essentiel et même un peu plus dans un très beau catalogue. Je souligne la qualité des gravures. Ce qu'on appelle la gravure, c'est la qualité de reproduction des photos de ce catalogue, publié par Skira Flammarion. Et puis, je signale également un Louis XIV pour les nuls, figurez-vous, qui vient de sortir chez First, et dont l'un des auteurs est Hélène Delalex, qui était avec nous. Merci beaucoup à Anne Hainaut de nous avoir également accueillis. 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 Également accueillis.